Aujourd'hui, c'est mardi, vous êtes bien sur Radio Montravel. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais on en fait plein dans la région. Je serai la voix du Dantrobat Doctor et nous sommes ensemble pour faire l'état de la recherche sur l'épidémie de Covid-19. Allez Kiki, debout, on a du travail. Encore 5 minutes. Mais t'as dormi toute une semaine? Bon bah j'arrive, le temps qu'il like la vidéo et qu'il s'abonne. Bienvenue à tous sur l'écho des labos. Fail de la semaine. Alors, je vous assure que le Dantrobat Doctor évite en général d'en parler, notamment parce que sinon le modérateur a plus à faire avec sa pelle dans les commentaires qu'un paysagiste au but de Chaumont. Et c'est vrai que le modérateur s'appelle Peter? D'où tu sors ça? C'est Michel. Il m'a dit qu'il y avait un modérateur qui s'appelait Peter et qui est en fait fossoyeur. Et qui, les soirs de pleine lune, regardait... Il faut qu'on parle de la dernière sortie du professeur Raoult. Oh, Oh, mon bordel. Dieu. Oh non! Celle où il explique, dans une vidéo, que le vaccin En l'occurrence celui de Pfizer, histoire de pas taper toujours sur les mêmes, j'imagine. a 70% d'effets secondaires. Ce qui a vite été traduit par des rigolos par 70% d'effets secondaires graves. Un point s'impose donc. Tout d'abord, un vaccin qui a 70% d'effets secondaires ne veut absolument rien dire. Mais genre, rien du tout. On peut en revanche dire que 70% des patients présentent des effets secondaires. Et c'est très différent. Car il ne faut pas oublier que, dans les rapports des phases cliniques 2 et 3, on pouvait voir que les patients sous placebo présentaient eux aussi des effets secondaires. Dire que 70% des patients ont des effets secondaires, c'est dire qu'il y a 70% des cas à investiguer. Tourner la phrase de façon à faire croire que tous ces effets sont imputables au vaccin, c'est ne rien connaître à la pharmacovigilance. À la décharge du professeur Raoult, il n'a pas parlé d'effets secondaires graves. Waouh, on le défend? Non Kiki, on est juste les plus objectifs possibles. Ce sont les relais conspirationnistes et anti-vax classiques qui lui ont emboîté le pas et ont déformé une partie de ses propos. Mais il y a une différence entre un effet secondaire classique et un effet secondaire grave? Au sens de la pharmacovigilance, un effet secondaire grave, c'est un effet qui provoque le décès, la mise en jeu du pronostic vital, l'hospitalisation ou sa prolongation, une incapacité ou un handicap permanent ou durable, une anomalie ou malformation congénitale, ou tout autre événement jugé médicalement significatif. Vous pourrez en avoir un aperçu dans le cours de pharmacovigilance très bien fait, qu'on vous met en description. Ça veut dire que quand on vous parle d'effets secondaires graves, il y a dedans tout depuis la mort jusqu'à l'état grippal qui va vous obliger à demander une journée d'arrêt. Pour faire le tri dans tout ça, il faut donc lire les rapports dans le détail. Oui, mais les rapports, comme par hasard, ils doivent être difficiles à trouver. Non, pas du tout, ils sont tous disponibles en description. Par exemple, le 9e de Pfizer montre que plus de 60% des cas graves Donc, faut-il le rappeler, on ne sait pas si tous sont réellement liés au vaccin ou non. sont des cas médicalement significatifs. Et plus de 50% sont classés troubles généraux et anomalies au point d'injection. En gros, les gens ont un peu de fièvre et certains ont eu Comme le Dantrobat Doctor avec le vaccin contre le pneumocoque. un œdème imposant et douloureux pendant 24 à 72 heures. Du coup, si tout ça c'est les cas graves, et si le professeur Raoult parle de 70% d'effets secondaires non graves, de quoi qu'est-ce que ça s'agit-il ? Comme le directeur de l'EHU s'appuie non sur les rapports français, mais sur un article de Nature, Disponible en description. une lecture de cet article montre que, en effet, plus de 67% des primo-injectés et 74% des patients à seconde dose rapportent une douleur au point d'injection. Bon, on n'est pas expert en pharmaco, mais peut-être on fait beaucoup de foin pour des données qui, basiquement, disent juste que les piqûres, ça pique. Découverte de la semaine. Aujourd'hui, nous allons reparler de la recherche de l'hôte intermédiaire, aussi connu sous le nom de « celui qui court toujours après qu'on ait accusé le pangolin ». Cette question n'est pas encore tranchée, donc c'est l'occasion pour nous de vous montrer comment on fait une découverte en science. Dès le départ, les regards se tournent vers ce qu'on connaît, à savoir les autres hôtes intermédiaires. Dans le cas du SRAS, c'était la civette. Ce qui fait que, lorsque son cousin le vison a commencé à tomber malade dans nos élevages, on a eu peur et on les a abattus en masse pour éviter qu'il l'attrape, le fasse muter et nous le retourne plus agressif. Mais depuis quelque temps, une hypothèse émerge. Quelques études précoces se posaient déjà la question, on vous en met deux en commentaire. Pourquoi tu rigoles encore? Précoce. Une question se pose alors. Et si nous n'avions pas compris la chaîne de contamination dans le bon ordre ? Examinons les éléments en charge. SRAS-CoV et SRAS-CoV-2 sont très proches. Comme leur nom l'indique.
Il serait logique qu'ils aient des hôtes intermédiaires proches. La civette était consommée en Chine. Où l'épidémie de SRAS avait démarré. C'était donc assez évident. Mais le vison aussi était consommé. Un rapport de Human Society International Description, tout ça. rapporte des violations répétées en matière de sécurité vétérinaire et de contrôle épidémique dans les élevages de visons chinois, avec la particularité qu'une partie des carcasses se sont ensuite vendues pour la consommation humaine. Point intéressant supplémentaire, le rapport de l'OMS sur l'enquête menée en Chine pour tenter de remonter à la source mentionne en annexe que les dates d'abattage des visons Le moment de l'année où leur fourrure est la plus abondante. coïncident avec le déclenchement de l'épidémie de manière massive en Chine. Alors, clairement, ça fait pas mal d'indices. Mais il nous manque la preuve définitive. Et nous ne l'aurons probablement pas, les enquêteurs de l'OMS n'ayant pas pu avoir accès aux prélèvements vétérinaires des élevages. On suppose qu'ils ont été détruits, mais vu les manquements relevés par l'ONG, ils n'ont peut-être jamais été faits. Piste de la semaine. Traitement. Après avoir lancé un des vaccins les plus utilisés au monde, Pfizer a toujours l'espoir de fournir également un traitement. Le laboratoire a annoncé sur son site internet avoir lancé les essais sur l'humain aux USA et en Belgique d'un traitement destiné aux patients positifs Donc pas préventif. et présentant des symptômes, Donc sans indication sur les asymptomatiques. afin de les limiter, de prévenir une forme grave et d'éviter l'hospitalisation. La molécule testée est un antiviral qui bloquerait la réplication du virus. Le lien de l'annonce est en description. Vaccination des adolescents. Pfizer toujours. Le géant pharmaceutique a déposé une demande auprès de l'Agence européenne du médicament et de la FDA L'agence américaine. pour élargir l'autorisation de son vaccin aux 12-15 ans. Plus de détails en description. La demande se base sur des essais cliniques, terminés fin mars, sur 2260 adolescents. La très bonne efficacité 100% sur l'échantillon, même s'il est attendu un pourcentage plus faible sur une population générale. et la bonne sécurité Pas plus d'effets secondaires que chez les 16-25 ans. sont des données rassurantes, alors que la tranche d'âge des 10-19 devient une des plus sinistrées de France. Impasse de la semaine. Inde. À court de lits, d'oxygène, d'ambulances, d'établissements salubres, Un incendie déclenché dans une unité de soins intensifs a tué 16 patients et 2 infirmières cette semaine. C'est le 3e depuis le début de la flambée. Flambé. Kiki, tais-toi. Ben ça va, c'est pas comme s'il manquait le beaucoup. pays manque désormais de bois pour brûler ses morts. Ah, Avant que ne déboulent quelques commentaires un peu limites, N'est-ce pas Kiki? rappelons que l'Inde est, pour son immense majorité, un pays hindouiste. La crémation du corps est le processus normal. Le pays est donc équipé de crématoriums modernes. Mais ceux-ci sont dépassés et se retrouvent à incinérer également à ciel ouvert dans les jardins de leur établissement. Le nombre de morts est faramineux. Et pire, il est très largement sous-évalué. Les autorités y ont d'autres urgences à gérer que de compter ceux pour qui, de toute façon, c'est trop tard. Les dernières données suggèrent que ce variant ne serait pas nécessairement plus agressif que les autres, même si on le surveille quand même de très près. Voir section, mauvaise nouvelle de la semaine. oh, le spoil. La flambée actuelle serait simplement le combo attendu entre une circulation sans frein Aidé par des rassemblements religieux majeurs. et un système de soins dépassé. Comme pour le Brésil, l'aide internationale est en route, ce coup-ci menée par les Britanniques via avions militaires, épaulée par les USA qui ont envoyé des stocks d'équipements de protection pour les soignants. La France qui envoie des bouteilles d'oxygène et une quarantaine de pays qui tentent de pallier au manque de médicaments, de respirateurs et de vaccins. Avec plus de 200 000 morts officiels, et peut-être le double en réalité, le pays s'enfonce. Mauvaise nouvelle de la semaine. Variants. Histoire d'en ajouter un nouveau à notre collection, plusieurs cas de variants indiens ont été détectés en France. Ça sera bien, attrapez-les tous. Les deux premiers sont un couple dont la femme, binationale, revenait d'Inde. Placée en quarantaine dans le Lot-et-Garonne, leur chaîne de contamination semble avoir été stoppée à temps. Ça n'est pas aussi sûr pour le patient numéro 3, un Bordelais, qui a 10 cas contacts à risque de développer des formes sévères. À suivre. La source nous vient de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Bonne nouvelle de la semaine. Vaccination. L'éligibilité s'élargit. Désormais, vous pouvez vous faire vacciner si vous avez plus de 55 ans, si vous êtes dans votre deuxième ou troisième trimestre de grossesse, si vous vivez en EHPAD, en résidence pour personnes âgées, en foyer d'accueil médicalisé ou maison d'accueil médicalisée. Si vous êtes un majeur souffrant d'une pathologie lourde, d'une ou plusieurs comorbidités, La liste détaillée est disponible en description. si vous vivez en foyer de travailleurs immigrants et que vous avez plus de 60 ans, si vous êtes professionnel médical ou médico-social, La liste détaillée est dans le même lien. à noter que si vous avez plus de 55 ans et que vous exercez une profession prioritaire, La liste toujours
vous bénéficiez aussi de créneaux dédiés. Mais pourquoi ils doivent se battre? Quoi? Mais les créneaux, c'est des châteaux forts. Mais tu t'arrêtes jamais, toi. Qu'est-ce que putain de quoi? Vous vous souvenez d'Elisabeth Bick, Non, mais il vient d'arriver aussi. néerlandaise, brillante chercheuse reconnue par ses pairs, spécialiste des manipulations d'images dans les articles scientifiques, et récemment harcelée par l'IHU de Marseille pour avoir trouvé des fraudes patentes dans plusieurs de leurs articles. Des années 90 à nos jours. Au point qu'elle a inclus dans sa présentation Twitter « Well at in French ». Parce que oui, Elisabeth a de l'humour. Bon, si vous vous souvenez, Mais j'étais pas là. face au traditionnel Qui vous paye? qu'on lui lançait, Elisabeth a répondu en donnant l'adresse de son Patreon, comme nous le faisons régulièrement sur la page du Docteur d'Entrebat avec le Tipeee. La légende veut même qu'on l'ait créé pour ça. Et l'IHU s'est mis à hurler à la tentative d'extorsion et de chantage. Jusque-là, ça faisait rire tout le monde. Mais il y a quelques jours, le professeur Éric Chabrière a publié sur son Twitter une photo de la plainte que l'IHU dépose contre Elisabeth Bick pour tentative d'extorsion de fonds et chantage. Plainte sur laquelle on peut voir, en clair, l'adresse physique et personnelle d'Elisabeth. Et non, pour des raisons évidentes, je ne vous donne pas le lien du tweet. Si vous cherchez le mot, ça s'appelle du doxing. C'est quoi? Le truc où on tape avec les gants, là? Le doxing est le fait de diffuser volontairement des coordonnées personnelles dans le but inavoué. Mais il n'y a qu'à voir les propos tenus contre la chercheuse dans les réponses et commentaires par les abonnés du compte du professeur Chabrière pour savoir que c'est pertinemment ce qui va se passer. Que d'autres iront harceler et menacer à notre place. Mais c'est... Oui, Kiki, on appelle aussi ça un gros coup de pute. Trafalgar. De Trafalgar. Elisabeth appelle donc à l'aide sur Twitter, disant qu'elle aurait besoin d'assistance juridique. Et c'est Maître Éolas qui rentre dans la danse. Un grand monsieur blond, là, avec les oreilles pointues et un arc dans le dos. Non. Ah, un bonhomme de neige dans un Disney. Olaf? Non, je connais pas. Donc, si vous ne savez pas qui c'est, Maître Éolas est un avocat pénaliste et tient un des blogs et comptes Twitter juridiques les plus mordants qu'on ait dans la sphère francophone. Et pour le coup, son Twitter à lui, je vous le mets dans la description. Il a proposé son assistance à Elisabeth Bick, et pour être honnête, ça s'annonçait être un des plus beaux crossovers de l'année. Mais Olaf, c'est celui qui chante la tristitude. Odelaf? Ah oui, non. Et là, retournement de situation. Hier soir, Elisabeth annonce que, après consultation avec un avocat français, Nous n'en saurons pas plus. le document présenté par le professeur Chabrière comme un dépôt de plainte n'en est pas un. C'est un truc sans aucune valeur juridique. Une fausse plainte donc, mais un vrai doxing. Et si vous ne comprenez rien à ce que l'IHU de Marseille est en train de faire, sachez que nous non plus. Point méthode de la semaine. Avant de reprendre notre Grand voyage autour de la science. On fait un arrêt cette semaine pour parler d'un sujet tout autre. Faisons un point sur les tests. Faut faire pipi dessus. Bon, Kiki, tu vas te taire et bien écouter. On pourrait penser que c'est acquis pour tout le monde maintenant, mais la mésaventure récente d'un ami cher à mon cœur m'a rappelé que ce n'était pas le cas et qu'une piqûre de rappel ne pouvait pas faire de mal. PCR, pour Polymerase Chain Reaction. C'est une méthode de test qui étudie les échantillons prélevés dans les muqueuses nasales au moyen d'un écouvillon ou d'un prélèvement de salive, pour le public, chez qui l'autre prélèvement est difficile. Le résultat est très fiable et est obtenu en moyenne de 12 à 48 heures. Être positif à ce test signifie qu'on est porteur du virus. Sans symptômes, cela signifie qu'on est asymptomatique ou en cours d'incubation. Avec symptômes, cela signifie qu'on est malade du Covid. S'il y a eu des symptômes et qu'ils ont disparu, on est en convalescence et peut-être encore contagieux. Toute personne ayant une PCR positive doit être placée à l'isolement. Test antigénique. Une méthode de test également par prélèvement avec écouvillon, qui donne un résultat en 15 à 30 minutes. Il est fiable pour les personnes présentant des symptômes et essayant de savoir si elles ont le Covid ou autre chose. Sa fiabilité est moindre pour les autres cas, avec souvent des faux négatifs. Vous êtes bien malade, mais le test ne trouve pas de traces de virus. Être positif signifie, comme pour la PCR, qu'on est porteur du virus. Toute personne ayant un test antigénique positif doit être, au choix, placée à l'isolement ou soumis à un test PCR pour confirmer le diagnostic. Sérologie. Une méthode qui détecte les anticorps contre SARS-CoV-2 dans une prise de sang. C'est une méthode très fiable,
mais dont on ignore la durée de validité car les anticorps naturels ne semblent pas rester très longtemps. Être positif à ce test signifie qu'on a développé des anticorps contre le virus, soit par les vaccinations, soit par la guérison, soit par l'exposition. On a rencontré le virus, notre corps s'est défendu, il n'est pas tombé malade, mais a gardé une trace de cette rencontre. Il n'y a rien à faire si ce test est positif, c'est simplement un outil de suivi intéressant. Mais il y a le dernier test aussi, hein, celui dans le... Dans le... Mais dans la boîte à... Ah, dans le... Oui, voilà. Non mais on le pratique pas en France celui-là. En espérant avoir pu apporter un peu de lumière dans le chaos ambiant, je rends l'antenne. Et on y retourne la semaine prochaine, car l'épidémie ne se termine pas avec le re-reconfinement. Ni toutes les annonces qu'on en fait. En attendant, prenez soin de vous et des chercheurs qui bossent dur, et autant que possible, restez chez vous. Bisous.